Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet des convertisseurs de mastering. Alors, c'est une question que je voulais aborder depuis un moment parce qu'on m'a posé tellement de fois la question, franchement, sur les convertisseurs, qu'il fallait forcément que je fasse une vidéo sur le sujet. Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire des convertisseurs en mastering et aussi où on en est aujourd'hui et quels sont les alternatives à votre carte son. Alors, quel est le sujet, quelle est l'origine de la question ? C'est en fait qu'aujourd'hui, on voit des ingés mastering utiliser des convertisseurs dédiés externes à leur carte son, alors que, vous le savez, les interfaces audio aujourd'hui ont des convertisseurs intégrés. Enfin, aujourd'hui, elles ont un peu toujours eu des convertisseurs intégrés. Mais voilà, on a plein d'interfaces audio aujourd'hui, c'est ce qu'on achète, le commun des mortels, mais on voit des gens, des ingés, et pas n'importe quel ingé, surtout les ingés mastering, se payer des convertisseurs qui valent une petite fortune. Ça peut vite valoir 8 000 € pour juste un convertisseur analogique vers digital, c'est-à-dire pas une interface, quelque chose qu'on doit rajouter à son interface et qui fait qu'une conversion et qu'un chemin, c'est-à-dire analogique vers digital. Après, on achète le convertisseur digital vers analogique. Du coup, on peut vite se retrouver pour un ingé mastering avec un convertisseur de monitoring, un convertisseur digital vers analogique et un convertisseur analogique vers digital. Il se trouve que ces convertisseurs valent globalement très cher et puis surtout, c'est quelque chose qu'on rajoute à notre carte son alors que les cartes son aujourd'hui sont plutôt transparentes, notamment les cartes son haut de gamme. Alors, c'est ce sujet-là qui interloque, qui étonne pas mal d'entre vous et qui m'a étonné moi aussi évidemment à une époque et qui fait questionner pourquoi les ingés mastering particulièrement dépensent autant d'argent dans les convertisseurs en mastering. Est-ce que les convertisseurs de mastering sont si exceptionnels que ça? Et surtout, est-ce qu'il faut en acheter? Est-ce que ça vaut son prix? Alors avant que je vous dise où on en est aujourd'hui, il faut que je vous dise où on en était il y a peut-être 30 ans. Si vous avez vu la vidéo d'Alex Goffer, le studio tour, c'est très très intéressant parce qu'il parle longuement du sujet des convertisseurs et il a une thèse, il a une approche qui est assez étonnante, on va dire, et il l'explique par son historique. Lui, Alex Goffer, quand il a commencé le mastering dans les années 90, il n'y avait pas grand-chose en convertisseur. Et il y avait notamment les convertisseurs qui étaient intégrés aux machines qui lisaient les bandes numériques, donc les DAT. C'était des tapes, des bandes magnétiques, mais où on codait des 0 et des 1, donc on devait les lire en direct. Et ces machines-là avaient des convertisseurs un peu pourris. Il faut dire qu'à l'époque, c'était compliqué de faire des bons convertisseurs et ceux qui étaient intégrés à cette machine n'étaient pas ouf. Alors, on pouvait upgrader ces convertisseurs, il y avait des marques qui faisaient ça, etc. Mais c'était de la bidouille, etc. Et puis, c'était très très cher. Donc, à l'époque, vraiment, la conversion numérique analogique, c'était un vrai sujet. Et à l'époque, je vous le dis, c'était vraiment difficile de faire de la bonne conversion numérique analogique ou analogique vers numérique. Et donc, on achetait des convertisseurs dédiés, haut de gamme, et qui étaient très très chers évidemment, et donc qu'on réservait au mastering ou aux ingés mixage les plus fortunés. Donc, ça vient de là, si vous voulez, l'origine, c'est que à une époque, il était extrêmement difficile d'avoir des bons convertisseurs, et donc ceux qu'on trouvait dans les machines ou dans les interfaces n'étaient pas bons, et donc on devait forcément, si on voulait en tout cas faire un bel upgrade, on devait investir dans des convertisseurs externes. Ça, c'est un petit peu l'origine du problème. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les convertisseurs globalement sont de plus en plus, de moins en moins chers et plus faciles à construire. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai discuté avec plusieurs fabricants de matériel audio en France et ailleurs, et ils m'ont dit en gros que aujourd'hui, toutes les puces valent quelques dizaines de centimes d'euros, voire quelques euros max, même les puces les plus haut de gamme. Et qu'elles sont toutes excellentes, ces puces, et surtout, le son des convertisseurs en fait ne relève pas de la puce, mais plutôt de l'intégration de cette puce, c'est-à-dire les chemins d'entrée et de sortie, les étages d'entrée et de sortie, c'est là où on fait le son en fait des convertisseurs modernes, notamment les AOP de sortie, ça va être notamment ça qui va faire le son, la réponse en fréquence des convertisseurs. Mais bon, globalement aujourd'hui, c'est facile de faire des convertisseurs très très qualitatifs. Donc, la deuxième question qu'on se pose, c'est pourquoi il y a encore des ingés mastering qui dépensent plein d'argent dans des convertisseurs externes hors de prix. Alors,
Pour moi, il y a 2 raisons à ça. Il y a, je pense, une fausse bonne idée qui est de chercher encore plus de transparence. Les années passent, les convertisseurs, je vous le dis, deviennent de mieux en mieux et il y a quand même des ingés qui veulent avoir la transparence ultime, qui pensent pouvoir la trouver avec des convertisseurs dédiés et qui donc vont faire cette upgrade-là, et c'est notamment côté monitoring qu'ils font ça. Alors, moi, je suis pas convaincu de ça, parce que j'ai l'impression, franchement, que les interfaces aujourd'hui arrivent à faire des convertisseurs ultra transparents, et c'est un peu ce que dit Alex Gopher dans la vidéo. Il dit que avec sa merging, en fait, il a trouvé une interface qui a des convertisseurs transparents qu'il n'entend pas, en fait. Donc pour moi, essayer d'aller chercher des convertisseurs, notamment de monitoring externe, en pensant qu'on va avoir un meilleur son, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. On va les trouver dans les interfaces. Alors, toutes les interfaces ne se valent pas et on peut pourquoi pas acheter des convertisseurs externes dédiés, mais on peut par exemple acheter ceux de la RME AD2 Pro, mais c'est une interface à la base si vous voulez. Donc c'est la preuve que dans les interfaces on peut avoir des choses très très transparentes. Donc ça c'est un petit peu l'idée qu'on peut avoir des convertisseurs aujourd'hui, mais qui est, je trouve, de moins en moins pertinente, et je trouve aussi que plein d'ingés sont du même avis que moi, mais le débat est ouvert et voilà. La deuxième raison, et c'est peut-être la plus étonnante pour beaucoup d'entre vous, c'est qu'en fait, il y a plein de ces convertisseurs, et notamment ceux qui vont alimenter la chaîne analogique et récupérer le son, donc les convertisseurs DA-AD, ces convertisseurs-là, on peut apprécier leurs couleurs, leurs défauts. Et on peut apprécier aussi les petites bidouilles comme ça, les petites technologies qu'ils intègrent et qui modifient le signal. Et là, on parle évidemment des laveries, et des burls et de plein d'autres convertisseurs. Et là où ça se joue, là où on a vraiment le plus d'enjeux sur les convertisseurs de mastering pour sa chaîne, c'est notamment au niveau de l'AD, c'est-à-dire analogique vers digital, là où on capture le son, parce que c'est à ce moment-là qu'on va clipper. Encore une fois, je vous invite à regarder le studio tour d'Alex Gopher. Il parle de clipper les convertisseurs, que c'est une technique qui est utilisée dans le mastering depuis longtemps, notamment à une époque où on n'avait pas forcément de limiteur. Les ingés, aujourd'hui encore, aiment bien clipper le convertisseur AD, donc on pousse fort, on va dans le rouge, et on a une forme de hard clipping ou de soft clipping. Et c'est là qu'on a, en fait, je pense, la plupart de la couleur des convertisseurs. Ça va être quand on arrive comme ça, en haut de ce convertisseur, par exemple, si on prend les convertisseurs Burl, ces convertisseurs très colorés, ils ont un son, et c'est notamment le fait qu'ils ont un transfo d'entrée. En fait, quand vous clippez un convertisseur Burl B2, vous clippez un transformateur, en fait. Donc vous arrivez au transformateur, et ça vous fait une forme de soft clipping, c'est-à-dire une forme de saturation. Et vous avez les laveries. Les laveries intègrent une forme de soft clipping quand on tape dans le rouge dedans. Si ma mémoire est bonne, c'est un soft clipping qui est dans le domaine numérique. C'est ça qui est vraiment intéressant avec les laveries. C'est la petite astuce, c'est qu'en fait ce soft clipping est fait dans le domaine numérique avant de taper un vrai 0. Donc ça va être le son des convertisseurs, ça va jouer dans cette partie clipping. Les convertisseurs vont clipper différemment, ils vont clipper des transformateurs ou dans le domaine numérique, etc. ou faire un hard clipping. Donc il y a plusieurs formes de clipping qui vont donner des sons aux convertisseurs de mastering. Et puis il y a aussi le son de la conversion et notamment les filtres low pass, donc les filtres dans le haut du spectre. Ça influence pas mal quand même le son d'un convertisseur. Et sur pas mal de convertisseurs modernes comme la RME AD2 Pro, vous pouvez changer les filtres, et je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet d'avoir comme ça plusieurs couleurs, plusieurs réponses transitoires dans le haut du spectre et plusieurs réponses en fréquence. Et le dernier point qui va faire le son des convertisseurs AD, ça va être les petites astuces, je vous l'ai dit, les petites technologies, les petits jouets qu'on intègre aux convertisseurs. On a par exemple des émulations de tape dans les convertisseurs de Crane. Je crois bien qu'il y a des convertisseurs Crane qui intègrent des émulations de tape, enfin de saturation de tape. On peut faire de l'harmonique pair, impair, etc. Chez Dangerous, avec leur convertisseur AD+, je crois aussi qu'on a un transformateur sur lequel on peut jouer. Chez Lavery, on a une soft saturation qui est en fait une saturation des bas niveaux. C'est plus le niveau est bas, plus il est boosté, et plus il arrive au niveau pic, moins il est affecté. Ça permet de booster comme ça le niveau moyen, de faire ressortir les éléments bas. Donc tout ça, sont les petits jouets qu'utilisent les ingés mastering ou pas.
hein, certains n'utilisent pas ça évidemment, mais qui vont parfois investir des sommes assez rondelettes dans les convertisseurs. Voilà, je vous dis tout ça, moi j'ai toujours pas de convertisseur Lavery, donc je vous invite évidemment à utiliser mes liens affiliés Thomann pour me permettre d'en avoir un jour, et je vous invite aussi à vous rendre sur coolkidsaudio.com, vous allez y retrouver évidemment quelques convertisseurs de mastering. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite aussi à vous rendre sur boringvicmastering.com pour faire appel à mes services en mastering. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.